On insiste à un gros revirement cette semaine sur les marchés avec un indice de la peur qui reprend de sa superbe. On voit notamment que la semaine dernière on était plutôt aux alentours des 12, actuellement 24, donc x2 au niveau de l'indice de la peur, du Fear and Greed Index. Donc dans ce contexte de marché, je vais donc vous faire un petit point sur mon portefeuille à l'heure actuelle et voir un petit peu comment ça va se passer pour la fin de cette année, voire le début de 2026. Le reveal de mon portefeuille, le voici, un portefeuille qui est pour l'instant extrêmement concentré avec seulement du coup 4 actions dans 4 entreprises différentes, dont une dans la santé et 3 dans la tech, avec du coup des positions qui tournent aux alentours des 1400 à 2200 dollars actuellement. Et donc voilà, dans ce contexte-là, j'ai ce portefeuille-ci avec également un autre compte à 1719 dollars dans lequel je n'ai aucune action, uniquement du cash, qui du coup n'attend qu'à se faire investir. Donc voilà, j'attends d'avoir de belles opportunités. Je pourrais potentiellement renforcer ce genre d'action-là. On va regarder ça maintenant d'ailleurs. En plus de regarder évidemment mes prix cibles, la qualité des actions et qu'est-ce que je vais en faire, qu'est-ce que j'en pense, quelles sont mes convictions sur ces entreprises-là. La première action que je vais vous montrer aujourd'hui, il s'agit d'Adobe, qui est donc la position que j'ai depuis le plus longtemps, avec 4 achats, comme vous pouvez le voir, qui sont assez récents tout de même. Le premier achat, donc le plus ancien de mon portefeuille, c'était le 12 mai 2025. Si du coup on se rapproche un petit peu plus, on voit qu'effectivement, voilà, j'ai acheté l'action à peu près aux alentours des 400 dollars le 12 mai 2025, que j'ai fait par la suite un renforcement aux alentours des 385 dollars. Ensuite, un renforcement aux alentours des 363, 364 et enfin un dernier aux alentours des 340 dollars. J'estime que pour Adobe, c'est une position de qualité, on va le voir juste après dans les fondamentaux. Par contre, je pars du principe que l'action, je l'ai peut-être rachetée un peu trop tôt à chaque fois. Voilà, on voit que en l'espace de donc du 12 mai au quasiment 4 août, donc mai, juin, juillet, août, en l'espace de 3-4 mois, j'ai fait une position à plusieurs milliers d'euros qui représente aujourd'hui 2580 euros. Voilà, c'est un petit peu trop par rapport à ce que j'imaginais. Je voulais évidemment créer une position, mais je ne pensais pas que j'allais faire un renforcement aussi fréquemment. Par exemple, on voit bien du coup ce renforcement à 384 dollars. J'estime qu'il n'est pas forcément ultra intéressant. Il y avait des renforcements plus intéressants sur d'autres supports qui auraient pu être un peu plus cool. Là actuellement du coup ça me limite et ça m'empêche de renforcer comme je le souhaite sur des niveaux qui sont plus bas, aux alentours du coup actuellement des 320 dollars, même si évidemment je pense que avec le cash que j'ai, c'est-à-dire 1600 dollars, j'aurai la possibilité évidemment d'investir ce cash sur du Adobe par exemple pour finir peut-être une position aux alentours des 3000-3500 dollars en rachetant 2 ou 3 actions pour en avoir à peu près 10. À l'heure actuelle, on a du coup une baisse tout de même de 13% par rapport à mon investissement initial, donc une performance de moins 13,1%, ce qui n'est pas extraordinaire évidemment, comparé au reste du marché qui lui a l'air de plutôt bien se tenir. Et à côté de ça, du coup, des actions qui m'ont fait perdre donc 338,88 €, soit actuellement une valeur de 2240,84 €. Ça paraît pas grand chose comme ça, hein. Honnêtement, 13% c'est pas non plus la fin du monde sur une entreprise comme Adobe qui, depuis ses plus hauts, on va le voir, à 700 dollars, a perdu 55% hein, quand même. Mais voilà, actuellement Adobe c'est pas une entreprise qui me fait peur non plus. J'ai une belle conviction dessus. Si on regarde au niveau des fondamentaux, on a une entreprise qui répond évidemment à tous mes critères de qualité. C'est une boîte qui est absolument phénoménale, que ce soit au niveau des marges, de la croissance, du retour sur investissement et du cash, des rachats d'actions qui sont de plus en plus élevés en fonction évidemment de la valorisation de l'entreprise. Plus l'action se vaut cher, plus l'entreprise va diminuer ses rachats d'actions pour ne pas investir du cash dans le vide. À côté de ça, on a également des SBC mais qui ne sont pas si élevés que ça, hein. On est maximum aux alentours des 23-20%. Donc c'est pas non plus quelque chose d'extraordinaire. On a une entreprise qui est asset light, c'est-à-dire elle dépense très peu de capex. On a une entreprise qui n'est pas endettée et qui fournit quand même une belle performance sur 10 ans à plus de 15% par an. Donc une boîte qui qualitativement est extraordinaire, qui quantitativement, on l'a vu, a un bon business model quand même, hein. Si on s'intéresse à la valorisation d'Adobe, et c'est là que ça devient très intéressant, on a un nombre d'actions à 424 millions, un cash qui est à 5 milliards 940 millions,
une dette légèrement supérieure au cash à 6 milliards et à côté de ça du coup un free cash flow à 9 milliards 600 millions. Donc c'est plus intéressant que la dette, c'est plus élevé en tout cas que la dette, ce qui signifie que l'entreprise n'est pas endettée, elle pourrait mettre moins d'un an avec son free cash flow pour rembourser l'entièreté de sa dette. Donc ça c'est pas du tout un souci. Au niveau de l'hypothèse d'achat, comme vous pouvez le voir, pour faire 13% de performance par an sur les 10 prochaines années, j'estime qu'il faudrait par exemple pour un achat à 380$, 18 de price to free cash flow et une croissance du free cash flow de 9%. À noter que moi quand j'ai acheté l'action qui était du coup aux alentours des, on l'a vu tout à l'heure, 400$, il faudrait du coup par exemple, alors on va mettre 20, non plutôt 19 peut-être, voilà 19 de free cash flow, de price to free cash flow avec une croissance du free cash flow de 9% par an, ce qui paraît pas impossible, hein. Pour rappel, Adobe c'est 21, 14 et 13% de croissance du free cash flow sur les 10, 5 et sur l'année dernière, donc ça paraît pas non plus impossible. Et si on tombe du coup un peu plus bas, c'est-à-dire au prix actuel, hein, le prix d'aujourd'hui, là on tombe sur une marge de sécurité qui est bien plus élevée, hein. On pourrait arriver à un price to free cash flow de 15 et par exemple un prix d'achat aux alentours des 8%. Voilà, ce qui paraît quand même extrêmement intéressant. On pourrait même peut-être se dire que Adobe, suite à la concurrence, diminue encore un petit peu plus sa croissance de free cash flow. Donc on serait plutôt aux alentours par exemple des 7%, mais on aurait plutôt un price to free cash flow aux alentours des 16, peut-être des 17, qui ferait que on n'est pas non plus sur une entreprise qui repose sur un gros risque. Actuellement, il faut bien comprendre ça. Adobe, c'est une entreprise qui se vaut extrêmement peu cher, hein. Si on regarde son price to free cash flow, alors sur 20 ans, actuellement, il est à 14,14. Donc c'est vraiment un price to free cash flow qui est extrêmement faible pour une entreprise qui génère quasiment tout son revenu sur des revenus récurrents. Et si on regarde bien, du coup actuellement 14 de price to free cash flow, le plus bas niveau qu'on a eu, c'était du coup la dernière fois, c'était en 2013. Ça fait depuis 2013, donc plus de 12 ans, hein, plus d'une décennie, que l'entreprise ne s'est pas vendue aussi peu cher. À noter qu'évidemment, depuis plusieurs années, on a quand même un business qui est passé de vente de logiciels purs sous licence à une vente sous forme d'abonnement récurrent. Donc là aussi, ça améliore le premium, la qualité de l'entreprise. Donc ça explique pourquoi on arrivait sur des niveaux de price to free cash flow qui étaient plus élevés que par exemple en 2013-2012 où on était plutôt aux alentours des 10-15 de price to free cash flow. Donc aujourd'hui, être à 14 de price to free cash flow pour un business aussi fou, moi, ça me donne pas du tout l'impression que il faut avoir peur de Adobe, mais plutôt qu'il faut s'y intéresser fortement, essayer de comprendre le business, essayer de comprendre si effectivement les risques d'Adobe, notamment la disruption au niveau de l'IA, peut s'apparenter à quelque chose de vrai ou si c'est juste le marché qui s'avère se tromper, hein, tout simplement, qui se trompe. En tout cas, une chose est sûre, que le marché se trompe ou non, Adobe est sous-évalué et ne se vend pas cher à l'heure actuelle comparé à ses prix précédents. Donc à voir ce que donnent les années précédentes. Mais voilà, j'ai quand même tendance à me dire qu'Adobe a tout ce qu'il y a de possible et tout ce qui peut être en son pouvoir pour continuer de faire de belles performances. Donc voilà, j'estime qu'Adobe va me fournir un beau gain sur le long terme et c'est pour ça que je garde l'action en portefeuille, que j'hésite, comme je vous l'ai dit, à faire un renforcement aux alentours des 320$ comme on l'est actuellement, peut-être même très légèrement en dessous si on continue de chuter un petit peu la semaine prochaine par exemple. Mais en tout cas, à l'heure actuelle, Adobe, c'est pas une entreprise qui me fait peur. Je suis uniquement à 13% de négatif, hein, de moins-value. Donc c'est pas non plus quelque chose de phénoménal. On est une entreprise qui est de très bonne qualité, qui se vend très peu cher par rapport à son historique. Donc ça m'intéresse et évidemment, je pars du principe que l'entreprise va pouvoir faire, on va dire, un turnover qui fait qu'actuellement l'entreprise va réussir à reprendre de sa superbe. A noter également qu'Adobe va sortir ses résultats du Q4, donc le dernier trimestre de l'année, le 10 décembre à 22h. Donc voilà, je tiendrai évidemment une vidéo sur ces résultats parce que c'est une entreprise qui m'intéresse fortement et potentiellement que je pourrais racheter suite à ces earnings ou en tout cas voir un petit peu ce que ça donne. Ma seconde action en portefeuille, il s'agit de Salesforce. Donc Salesforce qui est beaucoup plus du coup sur tout ce qui est le marketing, hein, pareil sur une plateforme qui est plutôt cloud. Donc encore une fois les mêmes problèmes que Adobe, c'est-à-dire la peur de se faire disrupter par l'IA. Encore une fois, une peur qui selon moi me paraît injustifiée pour la simple et bonne raison que l'entreprise n'est pas une entreprise de mauvaise qualité, hein, on va voir ça tout de suite. Salesforce, si on regarde les fondamentaux, c'est quasiment tous les fondamentaux qui sont OK. Donc si je vous montre un petit peu plus dans la précision, on a une croissance du chiffre d'affaires qui est extrêmement bonne,
croissance du free cash flow également, free cash flow par action, c'est pareil. On a une marge brute qui est excellente, une marge opérationnelle qui s'améliore drastiquement et qui est bien meilleure ces dernières années que auparavant. À noter que ici le critère est négatif, n'est pas accepté parce que j'estime qu'il faut plus de 20% de marge opérationnelle pour mon entreprise. Le fait est que Salesforce, c'est également du coup une croissance de ses marges opérationnelles et des marges nettes et des marges brutes. Donc c'est pour ça que je m'y intéresse tout de même. On est vraiment sur une très belle tendance depuis les années 2022-2023 avec Salesforce qui cherche non plus la croissance à tout prix, mais plutôt l'amélioration évidemment de sa qualité, de son moat, de son business, de sa longitude, on pourrait même dire ça, pour qu'elle fournisse à long terme de beaux résultats aux actionnaires. Donc c'est pour ça que j'investis malgré les chiffres un peu moins bons que ce qui semble sur Salesforce. On a également une marge nette qui, elle par contre est au-dessus des 15%, donc ça c'est un critère validé actuellement, mais pas validé par rapport aux années précédentes. On était il y a 10 ans avec une marge nette négative par exemple. Et enfin, on a une marge de free cash flow qui également est supérieure à 20%, donc valide, mais comme auparavant, elle n'avait pas du tout une marge supérieure à 20%, le critère n'est pas validé. Mais si déjà on modifie et qu'on prend uniquement le présent, on serait déjà sur ces deux critères qui seraient complètement validés pour moi, donc uniquement la marge opérationnelle qui serait à 1 point de pourcentage près une excellente action. Cependant, c'est pas le cas, donc je laisse quand même comme ça sur mon screener. Et à côté de ça, la croissance du ROC to free cash flow qui, elle, est pas extraordinaire sur les dernières années. Par contre, encore une fois, sur l'année actuelle, on a une amélioration du free cash flow, on a une amélioration de la profitabilité de l'entreprise et encore une fois des objectifs de long terme. Et là, comme par hasard, on a un ROC to free cash flow qui est bien plus élevé que par exemple il y a 5 ans. Donc là aussi, si on prend évidemment le présent, on serait sur un critère validé, validé, validé. Et également pour les rachats d'actions. Alors on a eu beaucoup d'émissions d'actions, donc c'est-à-dire que ça dilue les actionnaires. Donc c'est pas forcément quelque chose qui nous intéresse, loin de là. Par contre, ces dernières années, on a des rachats d'actions et j'ai même envie de dire, tout comme Adobe, on a de plus en plus de rachats d'actions suivant la valorisation de l'entreprise. Et là, actuellement, on est sur des ratios de valorisation, comme vous allez pouvoir le voir, qui sont beaucoup plus faibles qu'auparavant. Actuellement, on est à 17,75. Si on regarde, c'est le plus bas niveau sur les 20 dernières années. Le plus bas niveau était en 2008, lors de la crise des subprimes, à 16 fois le free cash flow. Donc 17, ça me paraît quand même extrêmement bas. Et 17,75, ça reste sans regarder le passé, tout de même un chiffre qui est extrêmement faible pour une entreprise de cette qualité-là. Donc voilà, une entreprise qui a de bons fondamentaux, pareil au niveau des SBC, très belle diminution des SBC, on est au-dessous des 26% actuellement avec une diminution encore au fur et à mesure du temps, les capex pareil en diminution, on n'a pas de dette et on a une très belle performance sur les 10 dernières années, 12% par an, c'est un peu plus faible qu'Adobe mais c'est quand même très intéressant, ça bat le marché sur les 10 dernières années. Donc là où Adobe était vraiment l'entreprise quantitativement parfaite au niveau des chiffres, la CRM ce n'est pas le cas, Salesforce ce n'est pas le cas pour cette entreprise-là, elle n'est pas absolument parfaite, mais par contre on est quasiment sans défaut et ça c'est quelque chose qui m'intéresse vachement. Et ça du coup ça fait que j'ai acheté l'action donc 2 fois, je l'ai acheté une première fois aux alentours des 260$ le 31 juillet 2025 et je l'ai également acheté beaucoup plus bas à 230$ aux alentours de la mi-août, ce qui fait actuellement une base des coûts, donc un investissement total de 1970€, avec notamment une performance négative de 6% pour l'instant, on le voit très légèrement. Là actuellement mon prix moyen est de 246, mais le prix actuel est 230. On est sur un support de long terme aux alentours des 230$, donc qui signifie pour moi un point d'entrée quand même assez intéressant, clairement. Et du coup ça nous fait une moins-value de moins 121$, ce qui du coup fait qu'actuellement ma valeur de marché est à 1847,10. C'est pas non plus quelque chose qui m'effraie énormément au vu de la qualité de l'entreprise. Après à noter que, encore une fois, par rapport au plus haut, on est sur une performance de moins 40%. Donc là aussi, tout comme Adobe, beaucoup de peur sur l'entreprise, ce qui fait que ça diminue le price to free cash flow. Et donc si on regarde la valorisation, ça nous donne de très belles opportunités. Donc comme on le voit ici, pour faire 13% par an, on pourrait imaginer une croissance du free cash flow de 9% et un price to free cash flow par exemple aux alentours des 18, ce qui nous ferait donc 228$ de prix d'achat. Là actuellement on est à 230, donc c'est approximativement ça. Pour faire une performance de 13%, ça paraît totalement
totalement faisable, sachant que l'entreprise a un cash qui est supérieur à sa dette, 15 milliards contre 8 milliards, et on a un free cash flow qui est supérieur à la dette, donc moins d'un an pour rembourser le free cash flow, et ce free cash flow est autour des 12,497 milliards, donc là aussi un très gros free cash flow, donc très intéressant. Salesforce qui est une boîte de très belle qualité comme on l'a vu et qui eh bien, sur le long terme peut générer beaucoup de performances, surtout s'ils arrivent à faire ce qu'ils veulent, c'est-à-dire délivrer de la performance et bien, du cash pour les actionnaires. Si on essaie d'être un petit peu plus optimiste sur Salesforce, par exemple, qu'on regarde un peu plus au niveau du passé, on voit que déjà un price to free cash flow aux alentours des 25, ça paraît pas non plus extraordinaire. Donc on pourrait s'amuser par exemple à mettre, allez, on va dire 23 pour augmenter légèrement. Et par rapport au passé, on a plutôt fait 30, 27 et 30% de croissance du free cash flow avec une très belle amélioration des marges de free cash flow. Donc si on continue d'avoir une augmentation des marges et également une augmentation du chiffre d'affaires, on pourrait évidemment avoir des performances quand même relativement élevées. Là, on prend par exemple l'année dernière, on a une croissance de 8,7% du chiffre d'affaires. L'entreprise semble continuer de tourner aux alentours des 8-9%. Donc si on se dit peut-être 1 ou 2% de rachat d'actions, ça nous ferait plutôt du 9-10% de croissance par an, plus une amélioration des marges, donc plutôt 10-11%. Donc je pense que Salesforce, on pourrait facilement monter sur du 23 de price to free cash flow et 11 de croissance du free cash flow, ce qui nous donnerait un prix d'achat optimal aux alentours des 300 $. Donc on n'y est pas, 300 $. Il faut quand même noter que du coup c'est à ces alentours-là. Donc là, actuellement, si on passe de 230 à 300 $, donc une plutôt fair value, on serait sur un plus 30% de l'action Salesforce. Donc ça paraît être une très belle opportunité pour cette entreprise. C'est pour ça que je garde l'action et que je n'ai pas du tout peur de cette boîte dans mon portefeuille. On continue avec la présentation de ma troisième action, Medpace. Medpace qui est mon plus gros gain actuellement. Comme vous pouvez le voir, j'ai fait un unique achat de 900 $. C'est le seul moment où j'ai pu acheter l'action. J'ai pas pu l'acheter auparavant, donc notamment aux alentours des 260, 280, tout simplement parce que l'action, je ne l'avais pas analysée complètement. J'ai analysé l'entreprise durant toute cette durée-là, et c'est au moment où j'ai finalisé mes recherches, donc aux alentours de juin, que du coup j'ai décidé de prendre un achat sur Medpace, donc, et qui je crois est mon deuxième achat après Adobe en mai. Donc là en juin, du coup, j'avais acheté Medpace donc pour 900 $, 3 actions qui actuellement m'ont fait faire plus 97% de performance en l'espace de quelques mois. On est passé de 300 $ à 592. On avait même passé les 620 $. Donc voilà, plus de 100% sur certains moments, mais en tout cas à l'heure actuelle, on est à plus 97% avec une plus-value de 876,01 $. Évidemment, c'est dommage parce que j'aurais voulu investir plus, mais il faut aussi noter que si on regarde depuis la période où j'ai acheté, on voit qu'il n'y a pas eu un seul moment où l'action s'est vendue moins cher. Littéralement, si on regarde toute cette période-là, j'ai littéralement acheté sur le plus bas de l'action. Donc voilà, je ne pouvais pas faire beaucoup mieux, si ce n'est avoir fait mes recherches plus tôt et acheter potentiellement aux alentours des 240, 260. Eh bien, ma position, elle, ne pouvait pas être mieux construite. Donc, je regrette pas du tout parce que c'est quand même une performance de 97%, donc je suis très content d'être tombé sur cette entreprise-là et d'avoir mis quand même un billet. Mais par contre, évidemment, j'aurais préféré créer une position que ça stagne encore un peu plus longtemps, peut-être jusqu'aux alentours des 280, peut-être 250 $ de nouveau, pour que du coup l'action puisse me permettre de faire peut-être un ou deux rachats avant qu'elle explose. Mais malheureusement, ce n'est pas le cas. Donc voilà, je reste avec donc 900 $ de plus-value quasiment, 876, ce qui me donne actuellement une valeur de marché de 1777,38 $, ce qui est absolument énorme selon moi, une très belle performance. Donc très content d'avoir cette entreprise en portefeuille qui continue aujourd'hui de délivrer de très bons résultats. Donc ça me va très bien. Si on regarde au niveau des critères, ils sont évidemment tous validés. Medpace, très belle boîte avec une croissance largement suffisante, des marges largement suffisantes, des retours sur investissement et rachat d'actions qui sont très très bons, 3,4% de rachat d'actions par an sur 5 ans, c'est énorme, et ils continuent de le faire quand l'action est sous-évaluée. Encore une fois, le fait est qu'actuellement du coup ils ont énormément ralenti, l'action est beaucoup moins surévaluée qu'auparavant. Comme on peut le voir actuellement, Medpace, on est plutôt aux alentours des 25 fois le price to free cash flow. C'est pas quelque chose
d'extraordinaire non plus, hein. Faut quand même voir que 25 fois le free cash flow, c'est pas non plus ultra surévalué. Donc voilà, Medpace qui est également très bien géré avec des stock-based compensation très faibles en diminution, des capex qui sont relativement stables et très faibles, très peu de dettes, hein, voire même plus du tout actuellement, et une performance du coup sur les 5 dernières années qui est extrêmement bonne, hein, 47% par an. Évidemment, ça semble plutôt logique au vu de l'explosion qu'a eu Medpace, hein. En une journée, on a eu plus de 60% d'augmentation suite aux résultats. Et très honnêtement, c'était logique. L'action était tellement sous-évaluée aux alentours des 300 $ que au final, aux alentours des 500 $, ça semblait à un prix beaucoup plus intéressant. Donc voilà, très content de faire 97% aussi vite. Et on espère que ça va continuer donc de faire d'aussi beaux résultats, d'aussi beaux chiffres tout le temps. Et en tout cas, au niveau de la valorisation de l'entreprise, est-ce que c'est toujours une bonne affaire Medpace? Eh bien, si on regarde, donc actuellement, on n'a pas de dette, on a un cash qui est aux alentours des 285 millions. Et donc, si on prend, alors par exemple, si on prend mes critères d'achat, donc moi j'avais acheté aux alentours des, comme je l'ai dit, 300 $, hein, comme vous voyez, quasiment 300 $ tout pile. 300 $, c'était à peu près 15 fois le free cash flow et alors 6 peut-être. Alors regardez, hein, c'est très 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 faible, hein. 15 fois le free cash flow et 5% de croissance du free cash flow, hein. Donc là, on est vraiment sur une entreprise qui passe de 5% de croissance du free cash flow, alors qu'auparavant, elle faisait plus de 20% sur les 5 et 10 dernières années. Donc c'est pour ça que j'estimais que c'était quand même une très belle opportunité. Et là, actuellement, du coup, on est plutôt aux alentours des 25% de price to free cash flow, avec une croissance du free cash flow qui est plutôt aux alentours des 12-13%, hein. Donc là, actuellement, le prix actuel de l'action qui semble relativement en corrélation. Si on est un peu plus sérieux, qu'on se dit, allez, la croissance du free cash flow est un peu plus faible, on va dire 11% par an, et on a peut-être, allez, ce serait quoi, 24 de price to free cash flow, on serait sur un prix d'achat aux alentours des 576. Donc au final, 590 $, ça paraît pas non plus être un prix exorbitant pour battre le marché. Ça semble un prix qui est quand même relativement juste, sachant que comme je vous l'ai dit, actuellement on est plutôt aux alentours des 13 voire 15% de croissance du free cash flow. Donc pour être un peu plus focus, on peut mettre 11%. Et là actuellement, on a un price to free cash flow de 25, ce qui paraît quand même relativement intéressant, même si on peut diminuer encore un petit peu. Si on veut être un peu plus conservateur, on peut par exemple mettre ce genre d'hypothèse à 22 fois le free cash flow, 9% de croissance du free cash flow, et ça nous donne 480 à peu près de prix d'achat, soit une surévaluation de seulement 20%. 20%, c'est pas énorme, hein. Comme on le voit ici, 20%, tac, 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 ça nous ferait ramener à ces niveaux-là. Voilà, donc des niveaux qu'on avait atteints au moment où la grosse augmentation était arrivée, hein, comme vous pouvez le voir. Donc malgré l'augmentation soudaine et donc les plus 60%, on aurait pu racheter Medpace et avoir quand même une belle performance de, normalement, d'après mon fichier et mes tests d'investissement, 13% par an de manière simultanée sur 10 ans. Donc ça paraît quand même une affaire en or, même aujourd'hui. Donc voilà, peut-être attendre légèrement que ça fasse un petit peu son bonhomme de chemin, qu'on ait un peu plus d'incertitude, parce qu'actuellement ça en fait pas une excellente affaire, mais en tout cas ça en fait une bonne opportunité, un bon point d'entrée pour quelqu'un qui voudrait rentrer dans une boîte de qualité. Enfin, ma dernière action et mon achat le plus récent, c'est évidemment Qualys. Du coup, j'en ai parlé donc il y a une ou deux vidéos, hein. Donc actuellement, on est sur une entreprise dans la cybersécurité qui avait subi beaucoup de volatilité, hein. Comme on peut le voir, depuis les plus hauts, on a perdu, alors là actuellement 31%, mais on a perdu au moment où j'ai acheté 40%. Donc là aussi, une grosse souffrance au niveau de l'action. J'ai également envie de dire que, comme je vous le disais, beaucoup de volatilité, c'est-à-dire qu'on fait moins 40, ensuite on fait plus 40, ensuite on fait moins 35, ensuite on fait plus 30, etc., etc. Donc voilà, on voit quand même que on est sur une entreprise qui, au global, a quand même beaucoup de volatilité ces derniers mois. Donc voilà, là aussi très content d'avoir cette position en portefeuille. Comme vous pouvez le voir, hein, je l'ai acheté très récemment en mi-octobre. On est actuellement en fin novembre au moment où je tourne la vidéo pour la vidéo récap de décembre. Donc voilà, une performance de plus 11% avec des résultats qui notamment avaient fait bondir l'action à plus 25%. Depuis, on a un petit peu corrigé, hein, c'est pas forcément un problème pour moi. J'estime que l'entreprise se porte bien. J'ai déjà une petite plus-value pour l'instant qui est totalement intéressante, hein, avec un investissement de 1270 $ à l'heure actuelle qui aujourd'hui vaut 1408,50 $ avec un prix moyen à 126,68. Donc là pareil, hein, comme Medpace, j'ai eu le temps donc de faire
un achat, mais j'ai pas eu le temps forcément de renforcer à la baisse. Donc c'est dommage que je n'ai pas eu la finalisation de ces recherches plus tôt. Par exemple aux alentours d'avril, hein, pendant les tarifs de Trump, où là on aurait pu acheter l'action à 114. Mais voilà, je suis pas non plus mécontent de ce prix. Si on regarde Qualys, c'est une entreprise qui fondamentalement répond évidemment à tous mes critères de qualité, qui sont voilà, des critères magnifiques, hein. Croissance du chiffre d'affaires, free cash flow, croissance du free cash flow par action qui sont excellents. On a des marges brutes qui sont en augmentation, opérationnel, net, marge de free cash flow pareil. Alors sur les 5 et sur l'année dernière, on a une marge de free cash flow qui a légèrement diminué. Comme on peut le voir, c'est parce qu'on a une baisse du free cash flow alors qu'on a une augmentation du chiffre d'affaires, donc ça s'explique pour ça. Mais c'est pas non plus quelque chose qui m'effraie. Il faut savoir que là, sur l'année 2025, on est sur des marges de free cash flow qui sont plus élevées que 30%. Je crois qu'on est plutôt aux alentours des 32-36%. Donc très content d'avoir l'entreprise, tout simplement parce que le chiffre d'affaires augmente sur l'année 2025, mais on a également le free cash flow qui lui augmente beaucoup plus vite que le chiffre d'affaires, hein, plutôt aux alentours des 15-25% si je ne me trompe pas. Il faudrait que je revoie les résultats précisément, mais en tout cas voilà, ça augmente beaucoup plus vite que le chiffre d'affaires, et donc ça fait que les marges de free cash flow ont augmenté, et donc ça amène de la qualité, ça c'est super. Au niveau du retour sur investissement, c'est pareil, hein, on est en constante augmentation, donc potentiellement une augmentation du moat de l'entreprise, avec des rachats d'actions de plus en plus élevés en fonction évidemment de la valorisation de l'entreprise. D'ailleurs, à noter que la boîte, à l'heure actuelle, malgré les plus 10% qu'elle a pris, eh bien, se vaut que à 18 fois le free cash flow. Donc ce qui est vraiment pas énorme. Surtout si on regarde sur les 20 ou 15 dernières années, on est sur des chiffres qui sont extrêmement faibles. On va se mettre peut-être sur 10. On voit que le plus faible c'était récemment, hein, à 16,39, donc à peu près aux alentours où j'ai acheté l'action. Tandis que la dernière fois qu'on a eu des niveaux, c'était en 2016. Des niveaux pareils, c'était quand même il y a plusieurs années, hein, on va pas se mentir, quasiment une décennie que Qualys ne s'est pas vendu aussi peu cher, et pourtant on est sur une entreprise de qualité qui grossit petit à petit. Donc la qualité, comme on l'a vu, est très bonne. On a également des SBC qui sont relativement élevés mais qui sont encore tenables. Voilà. Là par exemple on est à 26,2% sur 5 ans. On est repassé à 33,3% des SBC par rapport au free cash flow, mais c'est parce que le free cash flow a beaucoup diminué. Donc au final, avec l'année 2025 où le free cash flow va réaugmenter, eh bien les SBC vont recontinuer de descendre peut-être aux alentours des 24-25% comme il y a 5 ans. Au niveau du CAPEX, pareil, en diminution. Donc là, une entreprise qui devient de plus en plus asset light parce que tout simplement, elle s'occupe d'un cloud, d'une plateforme cloud, pardon, qui fait un tout en un. Et donc ça permet d'avoir une entreprise qui a un business model asset light, c'est-à-dire tout comme Adobe et tout comme Salesforce. Donc une plateforme qui ne coûte pas trop cher au maintien de cette entreprise, notamment au niveau des équipements, de l'infrastructure, etc. Et donc cette entreprise nous délivre 12,8% par an sur 10 ans, ce qui bat également le S&P 500, et donc là on est très content. Pour ce qui est de la valorisation, on l'a vu, on a un price to free cash flow de 19, on va dire, qui du coup n'est pas si élevé que ça paraît encore relativement faible, et donc effectivement on va essayer de regarder si ça peut être un prix intéressant. Si actuellement on prend donc le cash de 418 millions, la dette qui est à 0, le ticker, donc Qualys, et également le free cash flow qui est à 271 millions, là on serait sur un prix d'achat avec 20 fois le free cash flow et 9% de croissance du free cash flow aux alentours des 150. Donc actuellement on serait quand même plutôt sur une entreprise sous-évaluée. A noter que moi du coup je l'ai acheté à 126,68, donc 126 ça voudrait dire potentiellement 16 fois le free cash flow et peut-être 8 fois, voilà, 8% pardon, de croissance, donc 8 et 17, voilà, aux alentours des 8 et 17 pour faire 13% de croissance par an. Ça paraît être quand même extrêmement faible pour une entreprise comme Qualys qui a délivré non pas 8 mais 24 et 12% de croissance sur free cash flow, donc très intéressant là-dessus. Le price to free cash flow pareil, je l'ai mis à 17 mais il n'a jamais été aussi bas, hein, quasiment une seule fois. La dernière fois c'était en 2016 et il était à 18, donc on pourrait se mettre peut-être aux alentours des 20 pour dire que c'est pas non plus l'entreprise la plus pourrie du monde. Et donc là actuellement on serait plutôt aux alentours des 6% de croissance du free cash flow, donc aux alentours des 128$, ce qui correspond à peu près à mon prix d'achat. Donc une entreprise qui pour l'époque se vendait quand même extrêmement peu cher. Et là actuellement si on repart plutôt à aller 8%, 8% serait sur un prix d'achat qui serait optimal. Donc ça me paraît être quand même encore une action qui semble sous-évaluée et qui pourrait continuer de bien grimper. En tout cas elle est plus sous-évaluée que des entreprises qu'on voit comme Meta, Palantir, Tesla, Google et bien d'autres.
Donc au global, on a donc un portefeuille de 4 actions qui me semblent de très bonne qualité, qui ne semblent pas si cher que ça pour la plupart. On a peut-être Medpace qui est plutôt sur une valorisation juste, voire très légèrement sur ou sous-évaluée suivant les performances qu'on prend. Mais en tout cas, pour ce qui est d'Adobe et de Salesforce et également de Qualys, qu'elles soient en plus-value ou en moins-value, on est sur des entreprises qui sont largement sous-évaluées. Ça se voit à l'heure actuelle. Donc avec ce portefeuille de 4 actions pour l'instant et potentiellement de nouvelles bientôt, je me retrouve avec un portefeuille donc de 4 entreprises dont Adobe est la plus grosse à 25%. On a ensuite Salesforce à 20,5% de mon portefeuille, Medpace à 19,7% et Qualys à 15,6% de mon portefeuille, avec également 20% de cash que je vais pouvoir soit investir dans une nouvelle action, soit partager entre ces 4 entreprises, voire potentiellement une seule de ces 4 suivant l'opportunité qui se dresse devant moi. Je vais potentiellement attendre un peu plus d'informations sur mes entreprises, notamment au niveau d'Adobe qui sort bientôt ses résultats, tout comme Salesforce si je ne me trompe pas. Donc ça va être deux entreprises qui, si elles rechutent encore, peuvent être de très très bonnes opportunités de renforcement pour moi. Donc voilà, je garde ces entreprises en portefeuille, je me prépare à les racheter et en tout cas, je suis très content de les avoir dans mon portefeuille à l'heure actuelle. Et enfin, au niveau de la performance, donc comme on peut le voir sur Interactive Broker, alors on va sélectionner uniquement mon compte Antoine, hop, et donc du coup sur le portefeuille actuellement on va mettre depuis les débuts du portefeuille, donc aux alentours de mai, hein, voilà. On a également la fréquence des pourcentages qu'on va mettre en quotidien, rendement pondéré sur la durée, c'est bon. On va comparer ça au S&P 500 et on va l'activer en temps réel. Au niveau de la performance, comme vous pouvez le voir, à l'heure actuelle, le S&P 500 me bat. Donc lui, il est actuellement à 16,35% depuis le début, d'accord? Donc depuis mi-mai, hein. Et moi, je suis à 10,33%. Donc une sous-performance pour l'instant, mais c'est normal, hein, comme on l'a vu, j'ai littéralement deux de mes plus grosses convictions, mes deux plus grosses convictions même j'ai envie de dire, qui sont actuellement en négatif, en moins-value. Donc c'est normal, je m'inquiète pas. Il y a eu des moments où, grâce notamment à Medpace ou encore à Qualys, j'ai eu des performances qui étaient plus élevées que le S&P 500 sur du très court terme. Mais en tout cas, voilà. Là, actuellement, je pars du principe que je suis quand même plutôt en sous-performance par rapport au S&P 500, mais que je suis largement capable de le redépasser, étant donné que mes entreprises sont beaucoup plus sous-évaluées que le S&P 500, hein. Les 10 premières position du S&P 500, ça doit être 25 ou 30 ou 40 fois le PER, alors que moi, c'est même pas aux alentours des 15 ou 20 fois. Donc voilà, on est largement sous-évalué là-dessus, surtout que c'est des entreprises qui ont de très belles croissances, hein. Que ce soit Qualys, Medpace, Salesforce ou Adobe, on est sur des boîtes qui vont produire de la croissance selon moi et qui ont toute leur place en bourse pour générer de très belles performances largement au-dessus du marché. C'est tout pour cette vidéo, en tout cas n'hésitez pas à vous abonner pour ne pas rater mes prochains achats ou ventes d'actions. N'hésitez pas non plus à liker cette vidéo et à activer la cloche pour me soutenir. C'était Antoine, ciao.